Économie Le Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, l'inculpation pour fraude fiscale d'une filiale du groupe HSBC en Belgique. Des milliers de clients auraient été aidés à cacher leur fortune au fisc local. En jeu, plusieurs milliards de dollars. Assiste-t-on à une accélération de la lutte contre l'évasion fiscale? Ben Amoyal sera avec nous. Et puis que reste-t-il d'Alep? Nous ferons le point dans quelques minutes sur le sort de la deuxième ville de Syrie. Elle était le poumon économique du pays. 3 ans de combats acharnés ont mis à plat l'activité. La zone industrielle espère tout de même aujourd'hui, vous le verrez, un renouveau. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On débute bien sûr par un tour du monde de l'actu économique avec le Japon d'abord et des signaux encourageants pour une fois. Tokyo a subi en octobre son 28e mois consécutif de déficit commercial, 6 milliards de dollars. Mais ce déficit recule de plus de 35% sur un an. Le résultat sans doute d'une meilleure compétitivité des produits nippons grâce à la faiblesse volontaire du yen. Plus 9,6% pour le total des exportations, moins 10,8% pour les importations de pétrole. Et en parallèle, la production manufacturière poursuit sa croissance. L'indice PMI Market s'établit en novembre à 52,1 en première estimation. C'est au-dessus de la barre des 50 qui sépare, on le rappelle, croissance et contraction. Autre indice PMI publié ce jeudi, cette fois par HSBC, celui de la Chine. 50 tout rond en novembre pour Pékin, contre 50,4 le mois dernier. Le secteur manufacturier confirme son apathie du moment. Sachez tout de même que la Chine vient de signer un méga contrat avec le Nigeria pour la construction d'une ligne ferroviaire le long de la côte. 1400 km pour un montant de 12 milliards de dollars. C'est la fin d'un différend pétrolier, celui qui opposait l'Irak, les autorités de Bagdad, au Kurdistan autonome. Jusqu'ici, l'Irak perdait les recettes des exportations pétrolières de la région kurde qui, elle-même, était privée des paiements budgétaires des autorités fédérales. Un accord vient d'être conclu. Le Kurdistan donnera à Bagdad la moitié de ses exportations d'or noir en échange du financement des salaires de ses fonctionnaires. Mercredi, le ministère des Finances a envoyé 583 milliards de dinars irakiens, l'équivalent de 500 millions de dollars, au gouvernement régional kurde. L'accord stipule que la région kurde offre 150 000 barils de pétrole par jour au ministère du pétrole du gouvernement fédéral. C'est le premier versement pour financer les salaires des fonctionnaires de la région. Et puis sport, luxe et 4x4. Le salon automobile de Los Angeles a ouvert ses portes hier. Une trentaine de nouveautés mondiales sont exposées. 900 000 visiteurs attendus cette année. Et dans un contexte de faible taux d'intérêt et de prix bas de l'essence, c'est le haut de gamme qui est à l'honneur, même s'il y a la place aussi pour les véhicules écolos, véhicules construits sur un modèle de développement durable. Pour produire nos voitures, nous nous approvisionnons en fibres de carbone en utilisant l'énergie hydroélectrique. Les voitures sont construites en utilisant l'énergie des éoliennes. Les matériaux à l'intérieur sont tous recyclables. C'est donc un message de développement durable. Allez, un point rapide sur la publication des minutes de la Fed aux États-Unis avec Eric Lewin depuis Paris. On parle de la dernière réunion de politique monétaire et la Fed qui s'inquiète des tendances déflationnistes à travers le monde. Eric, on attendait surtout d'en savoir plus sur le calendrier du relèvement des taux d'intérêt. Oui, un mot peut-être, David, d'abord sur cette réunion du FOMC. Il faut savoir que cette réunion intervient 3 semaines après la décision sur les taux d'intérêt, c'est-à-dire 3 semaines après le comité de politique monétaire. C'est un peu un résumé de ce que sont dit les spécialistes de la Fed. Ce que l'on peut dire, c'est que les minutes de la dernière réunion du FOMC n'apportent pas grand-chose. Ils indiquent simplement qu'une partie des membres de la Fed suggère que la Banque centrale devrait communiquer de manière beaucoup plus claire sur une hausse prochaine des taux d'intérêt. Certains plaident d'ailleurs même pour une prochaine hausse dès l'an prochain, sans doute à la fin du premier semestre. Donc rien de nouveau. D'ailleurs, les marchés actions n'ont absolument pas réagi à ces minutes de la Fed, qui n'apportent rien de nouveau. On sait simplement que l'économie américaine reste robuste et qu'il y aura donc une hausse des taux au premier semestre 2015. Il n'y a pas de quoi inquiéter les marchés. Il n'y a pas de quoi non plus les euphoriser actuellement. Merci Eric pour ces précisions. On signale aussi la stagnation des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'octobre.
Et on se penche donc sur le dossier de l'évasion fiscale. Lundi, un juge belge a inculpé une filiale suisse du groupe HSBC pour fraude fiscale grave et organisée et blanchiment. L'établissement est accusé d'avoir aidé certains de ses clients fortunés, des diamantaires notamment, à dissimuler une partie de leur patrimoine pour échapper au fisc. Plusieurs milliers de contribuables sont concernés et on parle de milliards de dollars en jeu. Les détails avec Anthony Lesme. Ces derniers temps, elle accumule les litiges. La filiale suisse de la banque HSBC vient d'être inculpée pour fraude fiscale grave et organisée, ainsi que de blanchiment. La justice belge soupçonne l'une des 5 premières banques du monde d'avoir sciemment aidé des centaines de clients, en particulier des diamantaires anversois, à frauder le fisc. Des accusations détaillées par le parquet de Bruxelles le 17 novembre dernier. Le préjudice pour l'État belge engendré par l'édite pratique est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Devraient s'ajouter des sommes bien plus élevées qui sont susceptibles d'avoir été blanchies et qui pourraient être saisies par la justice belge. Cette affaire fait suite à celle des fameux listings dérobés chez HSBC à Genève par l'informaticien Hervé Falciani en 2008. Selon la gendarmerie française, plus de 5 milliards d'euros auraient ainsi été cachés par des contribuables français, dissimulés derrière des sociétés écrans basées au Panama ou aux îles Vierges britanniques. Depuis la crise financière de 2008, les questions d'évasion fiscale animent la sphère politique et judiciaire. Pendant des décennies, les banques ont eu une grande liberté d'action en prospectant illégalement d'un pays à l'autre des clients fortunés pour leur proposer des solutions d'évasion fiscale et de fraude fiscale aggravée. Et moralement, de même que financièrement, l'évasion fiscale est devenue intolérable auprès de ces États et ça les a incités fortement à renforcer leur coopération internationale pour lutter contre ce phénomène. HSBC a aussi manipulé des taux de change sur le marché monétaire international. Elle doit régler une facture de plusieurs centaines de millions d'euros aux régulateurs américains et britanniques. La banque suisse a déjà enregistré ce trimestre une provision de plus de 700 millions de dollars afin de dédommager des clients. 589 millions de dollars concernent sa vente abusive de subprime sur le marché immobilier américain. Premier signe de fragilité, pas vraiment. HSBC est une banque très solide qui a des résultats trimestriels qui dépassent les milliards de dollars. Les menaces judiciaires en Belgique et en France et même à Londres et aux États-Unis ne pèsent que l'épaisseur du trait de crayon sur ces résultats trimestriels. Ça n'est pas en mesure de mettre en danger la stabilité financière d'HSBC. Si le bénéfice imposable de la banque a reculé ce trimestre de 12%, le produit net bancaire a de son côté progressé de 5% pour atteindre près de 16 milliards de dollars. Voilà un groupe très solide malgré tout. Alors pourquoi cette affaire ressort aujourd'hui justement au grand jour? Y a-t-il un lien avec les grandes initiatives internationales de lutte, on l'a vu, contre l'évasion fiscale? Ben Amoyal est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de portefeuille. Alors cette affaire HSBC Private Bank, est-ce qu'elle démontre qu'on est à l'aube d'un vrai virage, la lutte, l'investissement des politiques contre l'évasion fiscale au niveau mondial? Ça a commencé, si vous voulez, il y a quelques temps déjà avec les différents sommets qu'il y a eu sur la lutte contre l'évasion fiscale. Je pense que le vrai moteur de tout ça, ça a été de voir qu'au plus haut niveau politique, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a eu des politiques qui avaient des comptes non déclarés à l'étranger. Donc pour contenter la foule, au vu de la crise qui se passe en ce moment, on a attaqué ce cheval, on est allé sur ce cheval de bataille. Vous pensez qu'on reste encore un petit peu en surface? Ça va pas très loin quand même? Non, là on commence à rentrer vraiment dedans. Hein. Moi je pense que d'ici 2017-2018, il n'y aura plus vraiment de paradis fiscaux. Il y aura toujours quelques États irréductibles, je pense comme Hong Kong, comme le Qatar ou comme des pays qui nous tiennent par d'autres actifs, si vous voulez, ou par d'autres ficelles. D'autres conditions avantageuses. Exactement. Donc évidemment, je pense que sur plus ou moins long terme, finito. Ouais. Alors justement, pourquoi maintenant, on l'a vu avec le G20, on a vu avec l'OCDE, pourquoi maintenant ce réveil? C'est un petit peu tardif, ça a pris du temps? C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que maintenant il faut attaquer ce problème. C'est un problème qui date depuis quand même des années, depuis que le monde est monde, on a ce problème d'évasion fiscale, les gens ne veulent pas payer leurs impôts, donc ils essayent de trouver un paradis. Puis la crise aussi, hein, forcément. La crise aide, alors on essaye, si vous voulez, comme les budgets vont mal, la croissance n'est pas là, on essaye de rattraper un petit peu là où on peut gratter, donc en allant chercher les épargnants qui ont mis leur argent dans un paradis fiscal. Mais j'ai envie de vous dire que la chose la plus importante aussi, c'est de regarder ce que font les sociétés, parce que là on attaque les privés, mais il y a des grosses sociétés, on ne va pas les nommer, qui sont dans des paradis fiscaux. Ouais, Ben Amoyal, quand on regarde l'ampleur des enjeux, les montants, on parle de plusieurs milliards de dollars, ça ressemble quand même à une activité très organisée. Est-ce que ça vous étonne? Ah non, pas du tout. Il y a depuis des années, vous allez en Suisse, au Luxembourg, si vous avez tourné un petit peu, vous vous rendez vite compte qu'il y a encore aujourd'hui, c'est moins possible, mais il y a 3, 4, 5 ans,
pouvez rentrer dans n'importe quelle banque suisse, on vous proposait un montage fiscal pour évader votre argent, on vous proposait tout un tas d'avantages avec un restaurant à la clé après derrière. Enfin, donc HSBC, c'est bien loin d'être un organisé. cas isolé. Je pense que c'est pas du tout un cas isolé. On peut nommer toutes les banques suisses qui ont commencé à faire du ménage ces derniers temps, mais ce principe d'évasion fiscale et d'aider les clients à venir chez nous, à mettre les assets chez nous, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui continue à exister, et à HSBC, c'est, je pense, juste la partie émergée de l'iceberg. Et concrètement, vous pensez que toutes ces manœuvres de lutte contre l'évasion fiscale, elles auront un poids économique? Vraiment, ça va un petit peu favoriser la reprise peut-être dans les pays développés en crise? Non, je pense pas que ça va favoriser la reprise, que ça va favoriser juste un peu de reprise de confiance des électeurs. Surtout. Ouais, c'est très psychologique parce que vous avez des gens qui, je parle de la masse populaire, on va parler de l'exemple en France, qui gagnent 1000 € par mois maximum, qui voient qu'il y a des sociétés ou des privés qui s'en mettent plein les poches et qui ne payent pas d'impôts. Donc on est obligé de contenter ces masses-là. Donc je pense que sur le court terme, voilà, c'est l'effet que ça va avoir. C'est médiatique surtout, plus que concret. Très très médiatique. Un mot quand même, Ben Amouyel, sur, on a vu l'autre affaire, c'est celle des manipulations des taux de change. Est-ce qu'il y a, d'après vous, des moyens de contrer ces pratiques aujourd'hui? C'est très très compliqué parce qu'à chaque fois qu'il y aura un moyen, et ça c'est l'ingénierie financière qui veut ça et l'ingénierie des cerveaux qui travaillent dans ces salles de marché, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une fraude, qu'on essaie de la contourner ou si vous voulez de l'éviter, il y a des gens qui sont là pour trouver d'autres moyens d'en faire. Donc l'idée, ce sera de s'adapter sans arrêt. Merci beaucoup Ben Amouyel pour tous ces éclairages. Et on va s'intéresser maintenant à la situation qui prévaut aujourd'hui dans la deuxième ville de Syrie, Alep, au nord du pays, a fait l'objet ces 3 dernières années de combats, on le sait, acharnés entre rebelles et forces de Bachar el-Assad qui sont parvenus à reprendre le dessus. Et bien du coup, les hommes d'affaires de la ville s'attellent à relancer une activité dévastée. De nombreuses usines ont déjà rouvert dans la zone industrielle. Le point avec Jonas Citruc. Des bâtiments détruits, des infrastructures pillées. Malgré les dégâts considérables causés par le conflit syrien, cette zone industrielle d'Alep, reprise par l'armée d'Assad en juillet, croit en une seconde chance. L'armée a repris la zone industrielle et nous sommes entrés. Nous avons pu voir l'étendue des ravages dans certaines usines. Nous sommes restés malgré tout optimistes car dans les semaines qui ont suivi mon installation, j'ai reçu beaucoup de demandes pour revenir, reconstruire et remettre en état les machines. Peu à peu, les ouvriers reviennent. Mais avant de se remettre au travail, il faut reconstruire et repeindre. J'ai vécu comme un mort-vivant durant 2 ans, mais je peux dire que j'ai ressuscité depuis que je suis dans mon usine. Regardez-moi, je suis bien vivant et maintenant je reconstruis, je repeins, je restaure. Je ne vais pas mourir, nous sommes un peuple qui n'est pas né pour mourir. Pour cette fabrique de tissus, les réparations ont coûté environ 75 000 $. Une somme qu'il faudrait multiplier par 8 pour que l'usine tourne de nouveau à plein régime. Nous avons réparé les machines et les accessoires électroniques. Le bâtiment a été partiellement réparé afin de relancer le travail. La restauration se fait au fur et à mesure. Avant la guerre, cette cité industrielle accueillait plus de 1200 sociétés et quelques 42 000 employés. Aujourd'hui, moins de 150 entreprises ont rouvert leurs portes. L'objectif est d'atteindre 900 d'ici 2 ans. Pour cela, l'État devrait investir 12,5 millions de dollars afin de compléter les 500 millions déjà déboursés par les entrepreneurs sur place. Mais d'après de nombreux experts, la Syrie pourrait mettre plus de 30 ans à redresser son économie. Le coût de la guerre était estimé fin 2013 à plus de 100 milliards de dollars. Voilà pour les chantiers de la reconstruction en Syrie. Et c'est l'heure du Media Watch. Et on fait cap sur la Chine pour cette revue de presse avec un concept insolite. Bonjour Jonas Citruc. Bonjour David. On parle d'un train qui ne s'arrête jamais. Effectivement, au lieu de s'arrêter dans chaque gare pour récupérer les passagers, eh bien ce sont les passagers qui prennent littéralement le train en marche. Alors comment ça fonctionne? Les voyageurs montent dans une espèce de plateforme qui se situe au-dessus du quai et lorsque le train passe, cette plateforme s'accroche au wagon. Résultat, les 2 compartiments sont reliés et les passagers peuvent passer de l'un à l'autre et donc descendre, rejoindre leur siège. Et pour sortir du train, eh bien ça fonctionne
de la même façon, mais dans le sens inverse. Alors c'est sympathique, mais quel est l'intérêt? Il n'y a pas un, mais deux intérêts. Le premier, c'est de gagner du temps, et le deuxième, c'est d'économiser de l'énergie. Ça évite au train en fait de freiner et ensuite de redémarrer à chaque station. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'un concept qui ne devrait pas voir le jour avant plusieurs années. Alors Johanna, on va maintenant s'intéresser aux femmes dont la carrière n'est pas forcément pénalisée par le fait d'avoir des enfants. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les enfants qui pénalisent les femmes dans leur travail, mais plutôt leurs conjoints. C'est en tout cas ce qu'essaye de nous expliquer une étude publiée dans la Harvard Business Review. En effet, sur plusieurs milliers de femmes interrogées, 40% d'entre elles ont la sensation que c'est le travail de leur compagnon qui est prioritaire, alors qu'elles s'attendaient à un minimum d'égalité au sein de leur couple. Mais pour éviter cette situation, certaines femmes prônent le concept du marry-down. Le principe, c'est de se marier avec un homme qui a moins de potentiel et moins d'argent pour être sûr que sa carrière passe en premier plan. Stratégie à étudier. Et puis un classement, Johanna, celui des avenues les plus chères du monde. Alors qui est le premier? Alors la première avenue, c'est la 5e avenue à New York, où le mètre carré coûte en moyenne 37 000 $. Les prix ont augmenté de plus de 13% par rapport à l'année précédente. En deuxième, on a l'avenue Causeway Bay à Hong Kong. À l'inverse, les prix ont chuté de près de 7%. Et sur la troisième marche du podium, on retrouve l'avenue des Champs-Élysées à Paris, où il faut débourser plus de 15 000 $ tout de même par mètre carré. Tout de même, vous l'avez dit. Merci Johanna et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.